Merci à tous d'être là. Je vais donc vous présenter un petit sujet alors assez brièvement sur comment se prémunir de la contrefaçon, parce que c'est un sujet qui est assez vaste et donc le traiter en 45 minutes, c'est pas forcément évident. Donc je suis Florence Chapin, je suis conseil en propriété industrielle auprès du cabinet Novagraph, qui est un cabinet de conseil en propriété industrielle, et moi je suis au bureau de Bordeaux, où on a notamment une spécificité en droit vitivinicole. Pour introduire un petit peu le propos, je vais vous présenter la profession pas très connue, néanmoins vieille mais pas très connue de conseil en propriété industrielle. Donc nous sommes des professionnels du droit. C'est une profession réglementée comme les avocats en fait. On est réglementé par le code de la propriété industrielle. On réunit en fait des professionnels de deux horizons. Parce que ça regroupe à la fois des ingénieurs qui ont une formation scientifique et qui sont spécialistes des brevets, et des juristes comme moi qui sont spécialistes des marques. On passe un examen de qualification au bout d'un certain nombre d'années de pratique, et seuls les professionnels inscrits auprès de la liste de l'INPI sont autorisés à être CPI et à représenter leurs clients auprès des offices. Et notre travail consiste à accompagner les entreprises dans la protection et la valorisation de leurs droits, la stratégie de défense, tout ce que je vais tenter de vous exposer assez brièvement. Donc on va commencer par définir un petit peu ce qu'est un brevet et une marque, parce que souvent c'est vrai que ces deux droits sont confondus. On parle indépendamment de l'un ou de l'autre en confondant. Je ne vais pas parler des dessins et modèles, qui a un autre titre aussi très intéressant, mais sur lequel on pourrait parler très très longtemps, donc il a fallu faire un choix. J'ai eu la chance d'intervenir il y a 2 ans avec un de mes collègues ingénieur brevet qui lui s'était chargé de toute la partie brevet, donc je vais tenter de relater son propos avec ses connaissances, mais ne m'en voulez pas s'il y a quelques lacunes. Donc qu'est-ce qu'un brevet ? Le brevet, grosso modo, en fait, c'est une innovation technique qui apporte une solution technique à un problème donné, en fait. Donc ça reflète nécessairement une activité inventive et qui doit avoir une application industrielle. La particularité du brevet, c'est qu'il doit faire l'objet d'une nouveauté absolue. C'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose qui existe déjà. Sinon votre brevet tombe. Donc il ne faut absolument pas le divulguer avant de le déposer. Alors il y a un petit bémol parce qu'il y a un délai de grâce, effectivement, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc une fois que vous avez votre brevet qui est délivré, ce n'est pas le fait de déposer qui vous donne le droit, c'est une fois qu'il est délivré, vous avez un monopole et ça vous donne un droit d'interdire. Un droit d'interdire sa reproduction. La portée géographique d'un brevet, en fait, c'est un peu comme les marques, mais j'y reviendrai après, c'est national. On dépose un brevet auprès des offices de chaque pays. Et là, une fois que vous avez déposé votre brevet dans le premier pays, vous avez un délai d'1 an pour pouvoir étendre sa protection à d'autres pays. Donc ça, c'est une forme de délai qui vous donne un délai de réflexion qui vous permet de cibler les pays dans lesquels votre brevet pourrait avoir un intérêt et donc le déposer à ce moment-là. La durée de vie du brevet, c'est au maximum 20 ans, sous réserve de payer tous les ans une annuité pour maintenir le brevet. Si vous ne payez pas les annuités, votre brevet tombe. Voilà grosso modo pour le brevet. Maintenant, ma partie, les marques, c'est quand même plus mon truc. Alors, qu'est-ce qu'une marque ? Les marques, tout le monde sait ce que c'est, on en a partout autour de nous. Mais juridiquement, en fait, la marque, c'est un signe qui sert à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. C'est-à-dire que quand vous voyez une marque, elle sert à identifier donc le produit ou service en question, mais elle sert aussi à identifier l'entreprise qui la détient. Une marque peut revêtir différentes formes. La première condition, en fait, c'est qu'elle doit pouvoir être représentée. Il faut qu'on puisse la voir, il faut qu'on puisse la retranscrire dans le registre national des marques. Et pour ça, en fait, elle peut vraiment revêtir différentes formes. Donc, vous avez des termes du langage courant qu'on connaît tous, Decathlon, Orange. Vous avez des slogans qui peuvent être déposés. Donc, chez Nestlé, le président, c'est bébé. Bien manger, c'est le début du bonheur chez Président. Vous avez des néologismes, donc des mots inventés, Koukaï. Vous avez des noms de famille, des patronymes, Alain Ducasse, donc en verbal, ou Albert Bichot, qui est une marque semi-figurative parce qu'elle est associée à un logo. Vous avez les marques figuratives, donc le logo seul du crocodile de Lacoste. Donc ça sont les marques plus ou moins classiques.
Et après, il existe ce qu'on appelle les marques atypiques. Donc les marques atypiques, elles peuvent revêtir les formes que vous voyez là. Donc vous avez par exemple la marque de champagne Veuve Clicquot qui a déposé la tonalité de jaune orangé qui est vraiment identifiante de son étiquette. Donc là, ça ne veut pas dire qu'elle a un monopole sur toutes les tonalités de orange. Elle a vraiment déposé en fait le Pantone en question et qui permet d'identifier, et elle se défend activement en fait contre toute reprise de cette couleur par d'autres acteurs dans le monde du champagne et des boissons alcoolisées. Vous avez des marques sonores. Donc là, je n'ai pas pu vous la représenter parce que je ne l'ai pas trouvée. C'est le jingle de Metro-Goldwyn-Mayer avec ce lion qui rugissait au début des films qu'on voyait. Donc ça, c'est une marque sonore. Vous avez les marques de position. Donc là, sur la chaussure, en fait, vous avez uniquement ce qui apparaît en gras. Donc le H, c'est vraiment la position à l'arrière de la chaussure qui est revendiquée en tant que marque. Donc c'est ce qu'on appelle une marque de position. Vous avez les marques multimédia. Donc ça, il me semble que c'est Kinder ou Nutella, je ne sais plus. Donc c'est une marque à la fois figurative et sonore. Donc normalement, ça devrait fonctionner parce qu'on a fait le test. Donc vous avez le petit cœur qui bat. Et donc ça, c'est enregistré à titre de marque. Vous avez les hologrammes. Donc ça, c'est Google notamment. Donc c'est juste une marque visuelle où vous avez le petit G qui se balade, mais sans aucun son. Et enfin, vous avez les marques olfactives, qui est un énorme sujet auprès des offices de propriété industrielle, parce que la principale difficulté de la marque olfactive, c'est de pouvoir la représenter et de la fixer. Outre le fait qu'une marque olfactive, ça reste quand même assez subjectif, et il y a eu des tentatives de dépôt de marque olfactive, notamment l'odeur de la fraise mûre. Mais ça, l'odeur de la fraise mûre, ce que ça va représenter pour moi, ne va pas forcément être ce que ça va représenter pour vous. Et une marque qui a pu être déposée, c'était il y a quelques années déjà, c'était l'odeur de l'herbe fraîchement coupée pour des balles de tennis. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet, parce qu'avec l'évolution des technologies, c'est quelque chose qui revient sur le tapis, de protéger les marques olfactives. Voilà pour les marques un petit peu spéciales. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans les fonctions principales de la marque, c'est qu'effectivement, elle sert à identifier le produit ou le service en question, ou les produits et services. Elles permettent de différencier le produit en question en communiquant auprès du consommateur sur l'entreprise et sur l'avantage que procure cette marque par rapport à d'autres. Et elle permet de créer un monopole sur un élément pour une catégorie de produits et ou de services. Et on revient un petit peu à ce que je disais sur le brevet, le droit d'interdire, le monopole et le droit d'interdire. Pour protéger une marque, il faut néanmoins répondre à des conditions. On ne peut pas déposer tout et n'importe quoi, bien que parfois, quand on regarde dans les registres, on se pose vraiment la question. Les conditions principales qui sont édictées par le code, c'est que la marque, elle doit être distinctive, licite et disponible. Distinctive, en fait, ça veut dire qu'il doit y avoir une distance entre le terme que vous choisissez et le produit ou service que vous représentez. Vous ne pouvez pas déposer le nom générique, nécessaire ou usuel du produit en question. Typiquement, c'est ce qu'on dit à chaque fois, vous ne pouvez pas déposer chaise pour des chaises. Ça ne marchera pas. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déposer des termes du langage courant. C'est ce qu'on a vu, Decathlon pour des articles de sport, Orange pour des services de téléphonie. Ce sont des termes du langage courant, mais c'est parfaitement distinctif. Ensuite, il y a la question de la licéité de la marque. Alors, la licéité de la marque, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être contraire à l'ordre public, elle ne doit pas être trompeuse non plus. Alors, elle ne doit pas être trompeuse, c'est-à-dire que vous avez des marques qui comportent le terme bio, par exemple, pour des produits qui ne sont pas bio. Ça, non, on ne peut pas. Des marques château pour des vins qui ne sont pas des vins d'AOP, ça, on ne peut pas non plus. Après, vous avez les cas d'ordre public, ça, c'est beaucoup plus rare. Récemment, les exemples qu'on a eus, c'était suite aux attentats de 2015, il y a eu des marques Je suis Charlie qui ont été déposées pour des armes à feu notamment, donc elles ont toutes été refusées parce que c'était d'assez mauvais goût déjà. Et ensuite, le contexte faisait que ces marques ont été refusées. Et en ce moment, ce qui tombe pas mal auprès de l'INPI, ce sont les marques liées autour du CBD. Parce que le CBD, c'est le nouveau produit en vogue, tout le monde en fait, c'est décliné sous différentes manières, et donc tout le monde représente plus ou moins la feuille de cannabis ou des éléments qui font penser au cannabis. Et ça, en fait, c'est refusé au titre des bonnes mœurs et de l'ordre public. Bien que le CBD soit autorisé, on a pas mal de refus là-dessus, donc il faut faire un peu attention à ce type d'évocation, en fait.
Et ensuite, autre point, il faut bien sûr que la marque soit disponible. Donc disponible, c'est-à-dire que vous ne devez pas reprendre la marque d'un tiers qui a déjà été déposée. Donc vous devez conduire des recherches et vérifier que la marque que vous souhaitez déposer n'existe pas. Ensuite, au même titre que les brevets, on a la territorialité, c'est-à-dire que vous déposez une marque auprès des offices nationaux compétents, vous acquittez des taxes auprès de chaque pays, une marque est nationale. Donc vous avez déposé votre marque en France, votre droit est valable en France. Vous ne pouvez pas opposer votre marque en Allemagne si elle n'est pas déposée en Allemagne. Donc vous avez la possibilité d'étendre la protection de votre marque. Il existe différents systèmes. Vous avez des systèmes régionaux, par exemple, on peut déposer une marque de l'Union européenne qui vise en un seul dépôt tous les pays membres de l'Union européenne. Vous avez ensuite la marque dite internationale. Alors attention, ce n'est pas une marque mondiale, c'est-à-dire je ne dépose pas et ça couvre tous les pays du monde. Malheureusement, ça n'existe pas. On nous pose encore la question, mais non, en fait, la marque internationale, c'est un droit d'entrée que vous payez auprès de l'OMPI en Suisse. Et en fait, vous désignez les pays qui vous intéressent et vous payez en fonction des pays membres en fait, que vous allez désigner. La différence entre la marque et le brevet, c'est que la marque, en revanche, elle est valable à vie, sous réserve de la renouveler tous les 10 ans. Donc ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Mais il ne faut pas oublier de la renouveler parce que bien sûr, les offices ne vous rappellent pas forcément les échéances. Je reviens sur un petit point que j'ai oublié d'évoquer et qui n'est pas des moindres, c'est qu'il y a un principe de spécialité, ce qu'on appelle le principe de spécialité, c'est qu'une marque, vous devez la déposer pour une catégorie de produits ou de services. Donc pour ça, on se réfère à ce qu'on appelle la classification de Nice. Donc il y a 45 classes de produits et services. Et en fait, vous déposez votre marque pour les produits qui vous intéressent. Donc par exemple, vous avez la classe 33 pour les boissons alcoolisées, à l'exception des bières, puisque comme chacun sait, il n'y a pas d'alcool dans la bière. Vous avez la classe 7 pour les machines agricoles, la classe 5 pour les produits pharmaceutiques, la classe 43 pour les services de restauration. Donc, vous déposez votre marque pour ces produits-là. Et des marques identiques peuvent coexister parce qu'elles visent des produits différents. Donc, les exemples qu'on donne souvent, c'est Montblanc, qui existe pour des articles de maroquinerie, de luxe, des stylos, etc. Et les crèmes dessert Montblanc. Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes classes. Après, il y a aussi le principe de notoriété. Ne vous amusez pas demain à déposer Coca-Cola pour du rouge à lèvres, ça ne marchera pas, ils vont vous tomber dessus. Même s'ils ne sont pas protégés pour du rouge à lèvres, vous ne pouvez pas porter atteinte à des marques dites notoires. Donc le principe de spécialité et celui que je viens de vous édicter, il y a quand même des petites nuances à respecter. Donc il faut bien, en revanche, dès l'origine, dès que vous souhaitez déposer votre marque, envisager les produits et services que vous allez exploiter à court ou moyen terme parce qu'une marque, une fois qu'elle est déposée, elle est figée. Vous ne pouvez pas ajouter de produits et services. C'est-à-dire que dans 3 ans, vous allez vous dire « tiens, je vais faire ça en plus ». Non, vous ne pouvez pas ajouter de produits et services, sauf à faire un nouveau dépôt. Et donc là, c'est pas une protection optimale parce que vous allez multiplier les dépôts pour des activités différentes et ce n'est pas forcément terrible. Sur le process d'enregistrement, donc vous avez l'étape 1, c'est le dépôt de la marque auprès des offices en question. L'étape 2, vous avez l'examen par les offices. Ensuite, la marque est publiée à peu près 4 à 6 semaines après le dépôt. Et une fois qu'elle est publiée, s'ouvre le délai d'opposition pendant 2 mois. Donc ça, tous les tiers qui sont titulaires de droits antérieurs et qui ont une surveillance de marque peuvent voir votre marque et décider de s'y opposer. Donc l'opposition, c'est une action administrative auprès de l'INPI où il y a un échange d'argumentaires, etc. Et ensuite, l'INPI donne sa décision sur le risque de confusion ou non et accepte ou non votre marque à l'enregistrement. Donc s'il n'y a pas d'opposition, en revanche, tout va bien, votre marque est enregistrée et là, vous êtes titulaire du droit. Voilà pour les marques. Ensuite, le point crucial d'aujourd'hui, la contrefaçon. Donc déjà, première question, qu'est-ce que la contrefaçon ? Une copie n'est pas toujours une contrefaçon. On ne parle de contrefaçon que si l'objet de la reproduction est protégé par un titre de propriété industrielle. Donc si vous avez un titre de brevet, un titre de marque et qu'il est reproduit, là on parle de contrefaçon au sens juridique du terme. Pour illustrer un petit peu mon propos, parce qu'en général ça parle assez bien, j'ai trouvé quelques chiffres sur le site des douanes. Donc aujourd'hui, la contrefaçon, a priori, représente 2,5% du commerce mondial et jusqu'à 5,8% des importations de marchandises dans l'Union européenne. Donc ce qui n'est pas négligeable et a priori, en termes de valeur, les 2,5% du commerce mondial, ça correspond à peu près à 500 milliards de dollars. Donc vous voyez cette manne financière non négligeable.
Autre chiffre encore, a priori, il y a eu 11,53 millions d'articles retirés du marché en 2022, contre 9,1 millions en 2021. Donc il y a quand même une croissance là-dessus qui est assez inquiétante. Il y a eu 10 988 constatations de contrefaçon en 2022. Il y en a eu un peu plus en 2021. Et 640 de ces constatations concernaient des médicaments, avec presque 280 000 médicaments interceptés contre 87 000 en 2021. Et pour ce qui est des denrées alimentaires et des boissons alcoolisées et autres, on voit qu'il y a eu 374 253 produits saisis. Enfin, quantité saisie. Donc ça sont les données de 2022. Après, dans le domaine des vins et des alcools, j'ai trouvé des statistiques, mais malheureusement qui n'ont pas été remises à jour depuis 2016. J'ai cherché, mais je n'ai pas vu. Mais c'est quand même assez parlant parce que du coup, vous avez une illustration en fait de ce que représente le secteur des vins et des alcools en Union européenne. Donc le poids de ce que c'est d'un point de vue commercial. Donc les entreprises concernées, les emplois que ça génère et surtout la valeur que ça représente. Et vous avez aussi l'impact de la contrefaçon, les pertes que ça génère en termes de valeur, en termes d'emploi. A priori, en 2016, donc je n'ai aucune idée des stats aujourd'hui, c'était l'Espagne qui était touchée en premier et la France uniquement en 4e position. Mais bon, on voit quand même que sont des gros acteurs, des pays importants qui sont touchés par la contrefaçon. D'ailleurs, on voit que nos amis du Royaume-Uni sont encore dans les stats, mais maintenant ils ne sont plus parmi nous, donc ils ne comptent plus dans les stats. Mais voilà, pour vous illustrer un petit peu, je trouvais que cette représentation, ce schéma était quand même assez parlant. Donc, nous avons bien compris que la contrefaçon, c'est mal, c'est grave, mais pourquoi la contrefaçon ? Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Donc déjà, c'est la demande des consommateurs, parce que les consommateurs ont envie de consommer des produits de luxe, et donc pourquoi pas à moindre coût. Donc c'est vrai qu'il y a cette demande-là qui rentre en ligne de compte. Il y a les bénéfices financiers, parce que la fabrication de contrefaçon, ça peut être extrêmement lucratif pour les contrefacteurs, parce qu'ils peuvent vendre une quantité impressionnante de produits à des prix inférieurs, tout en s'évitant des coûts de développement, de recherche, etc., puisqu'ils ne font que copier quelque chose qui a déjà été créé, qui a fait l'objet de recherche et d'investissement. Donc du coup, pour les contrefacteurs, c'est effectivement une manne financière non négligeable. Après, il y a aussi la difficulté à faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un peu plus grave, entre guillemets, parce qu'il y a des lois, mais il y a des pays dans lesquels on n'arrive pas à faire appliquer ces lois. Ça coûte cher aussi de se défendre, donc il y a des entreprises qui ne se défendent pas forcément parce qu'ils savent notamment que les pays en question ne vont pas bien appliquer les lois sur la propriété intellectuelle. Donc ça, il y a quand même un gros travail qui est fait par les pays dans lesquels on peut constater pas mal de contrefaçon. On avait le cas, en tout cas dans le domaine viticole en Chine, où il y a quelques années, c'était vraiment terrible, et les titulaires authentiques, légitimes de droit, n'arrivaient pas à se défendre. On n'avait que des décisions négatives, et le gouvernement chinois et l'Office chinois des marques a vraiment travaillé là-dessus. Ils ont réussi à faire reconnaître aussi le principe de mauvaise foi, parce que quand vous avez un seul contrefacteur qui dépose 500 marques identiques, là on se dit que c'est peut-être pas très honnête de sa part. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, donc il y a quand même des évolutions et une prise de conscience là-dessus. Vous avez aussi la facilité de fabrication. Donc certaines contrefaçons peuvent être fabriquées à très grande échelle et à moindre coût, encore une fois. Parce que l'évolution des technologies le permet. On pense notamment aux imprimantes 3D aujourd'hui qui permettent de reproduire pas mal d'objets et à moindre coût. Donc ça rentre en ligne de compte, bien sûr. Et principalement, donc on en revient à la demande des consommateurs, le manque de conscience des consommateurs, en fait, parce qu'on peut être tenté d'acheter des contrefaçons parce que ça rappelle effectivement le produit original, que c'est joli, que c'est pas si mal fait, etc., mais sans se rendre compte des conséquences économiques, sociales et environnementales aussi que ça peut avoir. Donc les consommateurs peuvent ne pas être conscients non plus des risques pour leur santé et leur sécurité, et on entend toute l'année en fait des histoires de contrefaçon au moment de Noël avec des guirlandes achetées à bas coût qui émettent le feu, etc. Donc il y a quand même ça aussi. Et puis il y avait sur les slides précédentes les médicaments qui sont saisis. Là, on prend bien conscience du fait que des médicaments contrefaits
au mieux sont inefficaces, au pire sont quand même extrêmement dangereux pour la santé. Donc il y a tout ça qui doit rentrer en ligne de compte. Donc finalement, la contrefaçon, elle existe à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons juridiques et des raisons liées aux demandes des consommateurs. Donc c'est vraiment important, en fait, quand on est titulaire de droit, de se prémunir contre les actes de contrefaçon, parce que ça a des impacts non négligeables. Donc, pour la contrefaçon de brevets, comment est-ce que... Il y a deux aspects à distinguer. Il y a la contrefaçon sur un brevet qui couvre un produit et la contrefaçon sur un brevet qui couvre un procédé. Donc le produit, c'est très simple. Vous avez une machine agricole derrière qui est issue d'une activité inventive et qui est couverte par un brevet. La reproduction de cette machine, avec une autre marque, etc. dessus, avec quelques aménagements qui est fait, mais la technologie inventive, ça, c'est la contrefaçon du produit en lui-même. Donc ce qui est interdit sans l'autorisation du titulaire du brevet, c'est tout ce qui est fabrication, offre, mise dans le commerce, utilisation, importation, exportation, transportement de ces produits. Après, vous avez la contrefaçon qui couvre les procédés. Donc là, c'est toute utilisation non autorisée du procédé, toute offre du procédé en question. Et il me semble qu'il y a un autre point sur les procédés, toute fourniture de moyens aussi pour parvenir à la contrefaçon. Les procédés de fabrication, par exemple, dans l'industrie alimentaire ou dans l'industrie viticole, ça peut être des méthodes brevetées pour la fermentation du vin, ça peut être la création d'arômes artificiels. Donc ça, c'est vraiment le procédé en lui-même. Il n'y a pas de produit physique, mais il y a vraiment un procédé qui fait l'objet d'un brevet. La contrefaçon des marques, on en voit quand même plus souvent. Donc sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage, la position, la modification, la suppression d'une marque pour des produits ou services identiques et même s'il n'y a pas de risque de confusion. Donc là, vous avez différentes illustrations. Vous avez le crocodile qui a subi quelques dégâts au passage. Hein. Donc là, on reconnaît bien en fait la volonté d'imiter Lacoste. Vous avez 4 côtes, donc ça nous fait tous penser à Kit Kat. Et effectivement, là, on a une reproduction à la fois du packaging, la reprise des couleurs. Là, c'est juste la marque qui est modifiée. Et du coup, comme on considère que le consommateur a une mémoire imparfaite du produit, vous passez à côté, vous voyez l'emballage rouge, vous ne faites pas forcément attention au fait que c'est 4 côtes. Là, vous achetez la contrefaçon sans forcément vous en rendre compte. Donc là, on est vraiment dans une imitation quasi servile. Après, ça peut faire sourire, mais parce que là, on peut dire qu'il n'y a pas de risque de confusion, parce que Google, sur du papier essuie-tout, on se doute bien que ce n'est pas l'entreprise Google qui fabrique du papier essuie-tout. Après, vous avez la petite briquette sous forme de porte-clés avec écrit Leog et non pas Lego, mais c'est vrai que ça reprend en fait tous les codes de la marque Lego. Donc à la fois les petits points d'imbrication et puis à la fois le logo rouge, le même graphisme, la même police, pardon. Donc là, c'est différentes illustrations de ce qu'on peut trouver en termes de contrefaçon de marque. Et vous avez également des illustrations dans le domaine viticole. Donc, les différentes illustrations qu'on peut retrouver, c'est à la fois l'étiquetage frauduleux. Donc là, vous avez la contre-étiquette en fait d'un vin soi-disant de Bourgogne, mais à la lecture de la contre-étiquette, on se rend bien compte que c'est écrit avec plusieurs fautes, que c'est de la mauvaise traduction, et donc on se doute bien que c'est pas un produit authentique. Vous avez les imitations de bouteilles aussi, donc à la fois la forme des bouteilles et leur packaging. Donc on pense aux bouteilles un peu atypiques comme la bouteille de Miraval ou la bouteille de champagne Ruinart qui a une forme un peu singulière. Donc vous pouvez avoir la reproduction de ces bouteilles avec une autre étiquette. Et vous avez également la falsification du contenu. Vous pouvez avoir des bouteilles où on va reproduire l'étiquette et avoir quelque chose de très mauvais à l'intérieur, voire parfois des mélanges chimiques dangereux. Et ça ne touche pas que... Alors à un moment, c'était beaucoup la Chine, mais ça ne touche pas que la Chine. Et notamment, je pense que récemment, dans la région, vous avez entendu parler, donc c'était en septembre 2024, il y a eu une opération conjointe des autorités françaises et italiennes qui ont qui ont permis de démanteler un réseau en fait, de contrefaçon de grands crus de Romanée Conti. En fait, c'était un ressortissant russe qui, avec l'aide d'imprimeurs en Italie, avait fait des étiquettes frauduleuses reproduisant vraiment les étiquettes de Romanée Conti
qu'il avait apposé sur des bouteilles de vin ordinaires, mais qui vendaient quand même à 15 000 € la bouteille. Donc je pense qu'il y a eu quelques petits bénéfices qui ont été faits. Et il me semble de mémoire que la police a saisi à peu près pour 2 millions d'euros de matériel ayant permis de contribuer à la contrefaçon. Donc c'était vraiment un très très gros réseau. Mais sur des bouteilles à ce prix-là, effectivement, c'est pas négligeable. Donc maintenant, question, comment se prémunir contre la contrefaçon ? Il y a plusieurs façons en fait de se prémunir contre la contrefaçon et c'est vraiment la combinaison de tout ça qui est importante à prendre en compte. C'est qu'il faut vraiment déposer vos demandes de titres de propriété industrielle auprès des offices. Donc quand vous avez un brevet, il faut déposer le brevet, il faut déposer votre marque, votre dessin et modèle parce que ça vous donne un titre. Et le titre, c'est vraiment un élément authentique et indispensable pour prouver la légitimité de vos droits et vous défendre. Mettre en place une veille concurrentielle. Donc ça, il y a différents systèmes que les conseils en propriété industrielle peuvent vous proposer. Donc surveillance de marque, les veilles sur les brevets. Maintenant, avec Internet et tous les moteurs de recherche et tous les systèmes qui sont développés, on a des systèmes de veille aussi sur les sites Internet. Il faut absolument aussi sécuriser les échanges avec l'extérieur. Alors c'est quoi ? C'est conclure des contrats signés par les deux parties, de préférence. Des accords de confidentialité absolument, notamment dans le cadre de brevets, quand vous êtes dans la phase de développement de votre brevet. Donc, comme on disait au départ, nouveauté absolue, donc il ne faut absolument pas le divulguer avant de le déposer. Donc, si vous êtes amené à en parler à des investisseurs, surtout, il faut conclure des accords de confidentialité. Donc vraiment sécuriser toutes les personnes qui vont graviter autour de vos droits. Il ne faut pas hésiter à contacter les douanes aussi. C'est gratuit. On peut faire des inscriptions auprès des douanes pour qu'elles soient vigilantes et puissent saisir directement les produits contrefaits. Donc, on peut inscrire ses marques, on peut inscrire ses modèles. Donc, ça se fait pas mal dans l'industrie du luxe. Les sacs à main, les vêtements, etc., qui sont assez singuliers, sont inscrits auprès des douanes pour pouvoir être repérés facilement. Et quand les douanes font des saisies, elles appellent les titulaires. Et là, on met en place toute une procédure. Faut pas hésiter à négocier aussi à l'amiable avec les contrefacteurs potentiels. Donc quand on détecte des contrefaçons, il faut absolument réagir et donc ça peut se négocier par la demande de retrait des produits, etc. Et sinon, si ça ne fonctionne pas, il faut engager les actions en justice si nécessaire. Il y a un point qui a été évoqué ce matin et dont on ne peut plus se passer aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, parce que c'est à la fois l'une des technologies les plus novatrices, enfin novatrices pas vraiment, parce que ce matin ils ont bien rappelé que ça fait 80 ans que ça existe, mais les plus perturbatrices de notre époque. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, elle permet à la fois de créer de façon révolutionnaire, rapide, du contenu original, mais elle peut aussi être utilisée pour faire des copies. Donc les algorithmes sont capables d'analyser et de reproduire des œuvres et des étiquettes avec une précision assez incroyable. Dans le secteur vitivinicole, elle peut bien sûr être utilisée pour créer de fausses étiquettes et rendre leur détection plus difficile. Et même, il y a une entreprise qui, grâce à l'intelligence artificielle, a réussi à révéler la signature chimique des vins. Donc ça peut être aussi un outil qui peut aider à imiter le style d'un domaine. Donc notre ami de la Romanée Conti, s'il n'avait pas mis sur des bouteilles, s'il avait investi davantage dans sa contrefaçon, il aurait pu mener son concept un petit peu plus loin. Mais bon, on ne va pas donner de mauvaises idées. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'IA permet quand même d'aller assez loin dans la contrefaçon. Mais d'un autre côté, c'est aussi un outil de protection contre la contrefaçon. Pourquoi ? Parce que grâce à la puissance de l'IA, aujourd'hui, on peut analyser les images et avoir une reconnaissance optique des caractères. Donc, il y a des choses qui sont invisibles à l'œil nu et qui vont être révélées par l'IA. Il y a ce qui était expliqué ce matin pour ceux qui ont assisté à la conférence sur l'IA, tout ce qui est blockchain et traçabilité, qui permet de mettre des outils, des identifiants uniques et infalsifiables qui sont du coup mintés sur la blockchain et qui empêchent toute modification frauduleuse. Et il y a l'apprentissage automatique pour la détection des fraudes aussi. L'IA peut repérer les anomalies dans les circuits de distribution, analyser les flux de vente, les comportements suspects. Donc ça peut être un véritable outil de lutte contre la contrefaçon.
Donc les cas d'application concrets, en fait, il y a certaines entreprises qui ont intégré des QR codes spécifiques et des puces pour vérifier l'authenticité des bouteilles. Et ce matin, il parlait du domaine mythique, je crois, en Provence. Il y a des entreprises qui utilisent, donc ce que je disais à l'instant, des réseaux neuronaux pour comparer la composition chimique d'un vin à une base de données de référence officielle qui permettent d'identifier les contrefaçons. Donc tout ça, en fait, ce sont des procédés qui peuvent permettre de lutter aussi, d'accélérer en fait la lutte contre la contrefaçon en repérant plus vite aussi les cas de contrefaçon. Mais là où il faut s'en méfier aussi, c'est que ça peut être un outil effectivement de lutte contre la contrefaçon, mais ça pose des défis aussi parce que concrètement, moi j'ai eu le cas d'un client qui a déposé une marque. Il avait demandé à l'IA en fait de lui générer une nouvelle marque en fait pour un produit, pour un vin, et il s'est rendu compte que l'IA, probablement, on ne sait pas, avait proposé la même marque à son voisin, et donc ça s'est joué à quelques jours. Son voisin avait déposé la marque quelques jours avant, donc forcément dans les bases de données, quand on fait les recherches, et que sur les bases de données, quand on fait les recherches, on ne les voit pas tout de suite, il y a une espèce de zone grise en fait, donc à quelques jours ça ne se voit pas. Ils ont négocié à l'amiable, mon client a retiré sa marque, mais pour des voisins, la même marque a été déposée et qui n'avait rien à voir, c'est pas descriptif du terroir ni quoi que ce soit, donc c'était vraiment une coïncidence assez troublante. Donc, et lui m'a avoué, m'a confessé qu'il avait demandé à ChatGPT en fait, de lui générer une marque. Donc, pas de chance là-dessus. Et enfin, petit point qu'il ne faut pas négliger, donc là on parle de la contrefaçon, c'est-à-dire tous les tiers qui vont porter atteinte à vos droits de propriété intellectuelle, mais il faut éviter d'être vous-même contrefacteur. Donc ça, en fait, c'est très important quand vous développez un produit, que vous envisagez de déposer une marque, de bien vous informer sur le marché concurrentiel du domaine dans lequel vous exercez. Parce que notamment, dans le cadre d'un brevet, il faut vraiment faire une étude de liberté d'exploitation, vérifier en fait que le brevet que vous envisagez de déposer ne dépend pas d'un ou plusieurs brevets existants, détenus par un tiers, parce que dans ce cas, votre brevet, si vous le déposez sans avoir fait ces vérifications, devient une contrefaçon de brevet existant. Donc très important de s'assurer de la disponibilité et de la liberté autour de ça. Et pour ce qui est des marques, c'est pareil. Nous, on recommande systématiquement à nos clients de faire des recherches d'antériorité avant de déposer une marque, parce que potentiellement, vous êtes contrefacteur. Donc il y a certains offices de marques qui font une analyse poussée et du coup, ils étudient la marque, voient qu'il existe des marques détenues par des tiers et bloquent le nouveau dépôt de marque en disant « vous ne pouvez pas déposer parce que vous portez atteinte à des droits existants ». Mais il y a des offices, comme en France ou en Union européenne, il n'y a aucune vérification qui est faite. Donc là, si un tiers fait opposition contre votre marque, vous perdez votre dépôt, vous perdez les frais investis pour le dépôt et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer au final. Parce que c'est à vous de vous assurer que vous ne portez pas atteinte aux droits de tiers. Donc pour ça, il faut vraiment se renseigner auprès de professionnels avant de procéder à des dépôts, parce que si vous commencez à lancer votre marque, que vous faites toute votre com, que vous imprimez les documents, votre enseigne, ça peut représenter quand même des coûts non négligeables quand le loup tapis au coin du bois sort et vous dit non, moi j'ai un droit antérieur, donc vous arrêtez tout. Donc là, oui, effectivement, il vaut mieux se rencarder avant. Conclusion de tout cela, les possibilités de protection sont multiples. Chaque produit a des caractéristiques bien particulières, donc chaque situation est différente. Donc il faut bien prendre en compte les antériorités, la concurrence, entreprendre les démarches adaptées à vos besoins et surtout pouvoir défendre pouvoir défendre vos droits, parce que c'est fondamental de lutter contre la contrefaçon. Pourquoi ? Parce que quand vous investissez pour créer une invention brevetée, pour déposer une marque, il y a quand même des investissements de votre côté qui doivent être valorisés. C'est valorisé aussi pour votre entreprise. Lutter contre la contrefaçon, c'est aussi protéger l'image de vos produits, de votre entreprise. C'est protéger la santé des consommateurs, c'est préserver l'économie et les emplois, maintenir la confiance des consommateurs, protéger l'image et le patrimoine des régions viticoles
et surtout respecter la réglementation et l'éthique commerciale. Donc voilà pour le petit schéma que j'ai tenté de dresser sur la contrefaçon. J'espère que ça a pu vous éclairer. Si vous avez des questions, je suis encore là plusieurs minutes parce qu'il y a une conférence juste après, je pense. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était très clair. Ah, une question. Pas sur les brevets. Non, ce ne sera pas sur les brevets. Mais bonjour. Bonjour Mme Chapin. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait parler de la contrefaçon d'appellation ? La contrefaçon d'appellation. Alors ça, effectivement, c'est un sujet que je n'ai pas abordé, notamment par manque de temps. Mais le fait d'avoir des produits qui relèvent d'une appellation d'origine, c'est aussi un moyen de se prémunir contre les contrefaçons parce que le produit qui relève de l'appellation répond à un cahier des charges spécifique et il y a surtout les syndicats de défense de ces différentes appellations qui aident à la lutte contre la contrefaçon parce que ces syndicats veillent eux-mêmes avec, notamment en France avec l'aide de l'INAO, etc. Il y a des surveillances en fait de marques et des surveillances de produits qui sont faites et ces syndicats luttent contre les produits qui se placeraient dans le sillage des appellations et qui profiteraient un peu de cette notoriété. Donc un produit qui bénéficie d'une appellation en répondant à son cahier des charges, c'est une protection supplémentaire parce qu'il y a aussi l'appui des syndicats et des ODG qui vient aider à cette lutte contre la contrefaçon et ça c'est vraiment important et il y a un vrai pas qui est pris là-dessus par les syndicats ces dernières années. Il y a eu pas mal de décisions donc j'ai pas pu développer ce point mais effectivement c'est vraiment un point crucial dans la lutte contre la contrefaçon. Est-ce que ça répond à votre question ou... Tout à fait, merci. C'était pour la promotion du BIVB notamment. Et du CAVB, ici présent. Ah, une autre question. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de surveillance. Oui. Quand on a une marque de déposer ou nous on a plusieurs brevets de déposer, dans la traçabilité d'ailleurs, on met des puces RFID dont vous avez parlé sous les bouteilles, sous les étiquettes des bouteilles. C'est à la marque, enfin à nous de faire la surveillance ou c'est l'INPI qui s'en Alors, charge. l'INPI, non, à ma connaissance, ne propose pas de surveillance. Nous, cabinet de conseil, c'est une prestation qu'on propose depuis toujours parce que c'est vrai que déposer une marque, c'est bien. Si on ne la défend pas, ça ne sert à rien. Donc, on passe par des plateformes, en fait, des plateformes dédiées en fait, aux surveillances qui ont accès à tous suivant la portée de la surveillance régionale, mondiale ou limitée à un pays. Donc, elles répertorient en fait, les dépôts qui sont faits auprès des offices et génèrent des résultats identiques et similaires. Et nous, en fait, on a une analyse juridique de ces résultats où on sélectionne les marques en question, on les cite à nos clients en disant ça on vous le cite pour information parce que vous n'avez pas de droit dans ce pays mais sachez qu'il y a ça qui a été déposé, ça on vous le cite, vous devriez réagir, donc lettre de mise en demeure au préalable où on fait une opposition. Voilà, ce sont des plateformes qui génèrent les résultats et qui sont analysés par les juristes ensuite. Après vous pouvez tenter de faire les surveillances par vous-même parce que les bases de données sont de plus en plus accessibles en ligne, mais il faut quand même pouvoir réagir vite parce que ce que je disais au départ, le dépôt d'une marque auprès de l'INPI, vous avez 2 mois pour faire opposition. Après, ça ne veut pas dire que c'est foutu, que vous ne pouvez plus rien faire. On peut quand même réagir après, mais ça peut être une action de justice qui peut être plus coûteuse, plus longue. Quoique maintenant, on peut quand même faire des actions un peu plus diverses auprès des offices. Mais voilà, la période d'opposition, c'est vraiment un délai qui est assez court et qui permet de faire une action administrative. Et en 6 mois, vous avez la décision. Donc, très important. Et au niveau des marques, là, on réfléchit à créer des logos spécifiques à apposer sur les bouteilles pour parler de de la technologie qu'on utilise. Ces logos-là deviennent donc une marque si on décide de les déposer ? Oui. D'accord. Si vous décidez de déposer, parce que en fait ces logos, ça va faire référence à une marque de service. Le service que vous proposez, j'imagine, c'est un service de traçabilité, service de sécurité, traçabilité. Donc là, je ne vais pas vous dire à quelle classe ça correspond, mais effectivement, ça permet, parce qu'il va y avoir il doit y avoir plusieurs entreprises comme vous qui proposent ce type donc
pourquoi vous et pas une autre entreprise. Voilà, vous avez le logo qui participe à votre communication parce qu'on va le voir sur plusieurs bouteilles, sur plusieurs produits. Donc oui, c'est important de déposer la marque avec le logo en question. Parce qu'en plus, j'imagine que vous n'allez pas avoir la possibilité de déposer 36 000 trucs pour la poser sur les bouteilles de tiers. Donc il faut que ça reste simple et efficace. Mais oui, ça peut être une marque qui couvre des services, les services correspondants. Ouais. Merci. Je vous en prie. Plus de questions? Eh bien, merci à tous pour votre attention, en tout cas, et merci d'avoir assisté à ce petit point.